enregistrer. Donc, bonjour tout le monde. On commence les cours de neurophysiologie et on commence par les récepteurs sensoriels. Donc, notre organisme est en interaction permanente avec l'environnement. Les différentes informations provenant du monde extérieur ou intérieur de l'organisme, lui-même seront transmises au système nerveux central au sein duquel seront traitées, permettant ainsi une réponse adaptée de l'organisme. Réaction aux stimulations, maintien de la constante des milieux intérieurs, etc. Donc, le corps est toujours en interaction avec l'environnement et grâce à ces interactions et la détection des stimulations provenant du monde extérieur et intérieur, il permet, ces interactions transmises au système nerveux central et une réponse adaptée de l'organisme. On trouve une réponse adaptée de l'organisme. Donc, on a les principaux systèmes sensoriels sont représentés par le système visuel, auditif et vestibulaire, olfactif, gustatif et somatosensoriel. Donc, c'est les principaux systèmes sensoriels qui donnent des informations du système du monde extérieur et intérieur pour l'organisme. Donc, on va voir successivement classification des récepteurs sensoriels, les propriétés générales également des récepteurs sensoriels, puis on s'intéresse à deux types de descriptions qui sont le corpuscule de Pacini et le fuseau neuromusculaire, et on termine par une conclusion. Donc, par définition, le récepteur sensoriel est une structure nerveuse périphérique spécialisée responsable de la transduction. C'est quoi la transduction? C'est la transformation de l'énergie d'un stimulus physique ou chimique en un signal électrique qui peut être transmise au système nerveux central à travers une fibre afférente. Donc, par définition, c'est la définition des récepteurs sensoriels. Donc, les stimulus physiques ou bien chimiques seront transformés en signal électrique transmis au système nerveux central par une fibre afférente. On passe à la classification des récepteurs sensoriels. Les récepteurs sensoriels peuvent être classés en fonction de leur structure ou bien de leurs différentes propriétés fonctionnelles. Donc, on peut les classer les récepteurs en fonction de plusieurs critères, soit la structure, soit les propriétés fonctionnelles du récepteur. Donc, on commence par la classification selon la morphologie et on peut parler au niveau de la peau. On a les récepteurs différenciés. C'est des récepteurs qui ont une structure bien individualisée. On peut citer le corpuscule de Pacini. C'est un mécanorécepteur sensible à la pression et à la vibration.
Désactivez les micros, s'il vous plaît. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Donc, on a dit que au niveau de la peau, on trouve des récepteurs différenciés, à savoir le corpuscule de Pacini, qui est un mécanorécepteur sensible à la pression et à la vibration rapide. On trouve également les disques de Merkel, qui sont des mécanorécepteurs sensibles au toucher et à la pression. Et on trouve les corpuscules de Ruffini, qui sont également des mécanorécepteurs sensibles à la pression, et également les corpuscules de Meissner, qui sont des mécanorécepteurs sensibles au changement de la texture et de la vibration lente. Donc, voici un schéma qui montre les récepteurs sensoriels de la peau. Et vous voyez ici, c'est des structures bien différenciées, comme vous les voyez ici. On a le corpuscule de Pacini, que vous voyez ici. On a le corpuscule de Ruffini ici, vous voyez. Et on a également les disques, ou bien cellules de Merkel, et le corpuscule de Meissner. C'est les récepteurs qu'on trouve au niveau, ces récepteurs, on les trouve au niveau de la peau. Donc, il y a également des récepteurs peu ou pas différenciés, qui n'ont pas de structure individualisée et représentés par des terminaisons nerveuses libres. Il peut s'agir de terminaisons nerveuses libres autour des follicules pileux. C'est des mécanorécepteurs sensibles au toucher léger au niveau des follicules pileux. Et on trouve des terminaisons libres tout au long de la peau. C'est les thermorécepteurs et les nocicepteurs. Donc, si vous voyez ici, c'est là, on trouve les terminaisons nerveuses libres et ici, les terminaisons autour du follicule pileux. Donc, au niveau des autres organes de sens, les récepteurs sont bien différenciés. On peut citer les photorécepteurs, qui sont l'icône et le bâtonnier, qui sont des neurones hautement spécialisés sensibles à la lumière, qui font synapse avec d'autres neurones dans la rétine. Donc, il y a également les cellules au niveau de la cochlée, qui sont considérés comme des mécanorécepteurs sensibles au son, et les papilles gustatives au niveau désactivez vos micros, s'il vous plaît, les micros, vous désactivez. Les cellules ciliées au niveau de la cochlée, qui sont considérées comme des mécanorécepteurs sensibles au son, les papilles gustatives au niveau de la langue, considérées comme des chémorécepteurs. Et également les récepteurs olfactifs qui sont des chémorécepteurs. On passe à un autre critère de classification, c'est la classification selon la localisation. Selon la localisation, on trouve les extérocepteurs qui sont à l'extérieur, les interocepteurs et on trouve les propriocepteurs. Les extérocepteurs, ce sont des récepteurs sensoriels superficiels situés dans la peau
qui répondent à la douleur, à la température, au toucher et à la pression, c'est-à-dire les stimuli qui proviennent de l'intérieur, de l'extérieur plutôt du corps. C'est l'exemple comme on a parlé du corpuscule de Pacini. Les interocepteurs ou bien viscérocepteurs situés au niveau des viscères et des vaisseaux qui répondent aux stimuli des milieux intérieurs qui peuvent être chimiques comme le pH, ils peuvent être également mécaniques, les étirements comme l'étirement du côlon par exemple quand il y a des gaz et également des stimuli thermiques. Et on trouve également les propriocepteurs situés au niveau des muscles, des tendons et articulations, sont des mécanorécepteurs qui répondent aux positions et aux mouvements du corps, comme l'exemple du faisceau neuromusculaire qu'on va détailler par la suite. Donc, vous voyez ici, c'est les extérorécepteurs, comme au niveau de la peau, les proprioceptions au niveau à l'intérieur des muscles et des articulations, et également les interocepteurs au niveau des viscères. On passe à un autre critère selon la nature du stimulus. Selon la nature du stimulus, on trouve les mécanorécepteurs qui sont sensibles à la stimulation mécanique, telle que le toucher, la pression, les vibrations et l'étirement. On trouve également les thermorécepteurs sensibles aux variations de la température, donc au chaud et au froid. On trouve les chémorécepteurs également sensibles aux substances chimiques et les nocicepteurs sensibles aux stimulations nociceptives. On trouve également les photorécepteurs qui sont sensibles à la lumière au niveau de la rétine. Donc, c'est une classification en fonction de la nature des stimulus. On passe à notre critère, c'est selon le seuil de stimulation. On a dit récepteurs à bas seuil et des récepteurs à haut seuil de stimulation. Donc, certains mécanorécepteurs ont un seuil très bas. Ils sont capables de répondre au moindre contact avec la peau ou un mouvement à peine perceptible d'une articulation. Donc, à bas seuil, c'est comme les mécanorécepteurs, par exemple, le corpuscule de Pacini, une simple dépression de la peau entraîne ou bien ressentie par l'homme. Et les récepteurs à haut seuil, d'autres mécanorécepteurs, ont un seuil élevé et nécessitent une très forte stimulation pour répondre. C'est l'exemple des nocicepteurs qui sont stimulés, qui ne sont pas activés que par des stimulations à haut seuil et qui menacent ou bien qui peut entraîner des lésions tissulaires. Donc, on passe aux propriétés générales des récepteurs. Premièrement, le stimulus adéquat ou bien l'énergie spécifique. C'est la nature de l'énergie incidente ou bien la stimulation pour laquelle le récepteur possède le seuil le plus bas. Donc, c'est le stimulus adéquat de chaque type de récepteur. Par exemple, c'est ici par le sang et par exemple le Pacini lors d'une pression ou bien une vibration rapide. C'est ce qu'on appelle le stimulus adéquat. Et pour chaque type de récepteur, on trouve l'énergie spécifique de ce récepteur.
Une autre propriété, c'est la transduction. C'est quoi la transduction? C'est une caractéristique de chaque récepteur de traduire l'énergie incidente physique ou chimique ou un signal nerveux représenté par une modification de son potentiel de membrane. Donc, c'est une stimulation qui vient, c'est-à-dire physique ou bien chimique, et au niveau des récepteurs, suffit la traduction par modification de son potentiel de membrane. Cette modification du potentiel de membrane des récepteurs est le plus souvent une dépolarisation, sauf dans les cas des photorécepteurs, là où on trouve une hyperpolarisation. Mais généralement, c'est une dépolarisation du potentiel ou bien dépolarisation de la membrane. Donc, une des propriétés, c'est le potentiel récepteur. Donc, cette modification du potentiel de membrane des récepteurs induisant plus souvent une dépolarisation de la zone réceptrice suite à un stimulus, le stimulus qui est l'énergie incidente, que ce soit physique ou chimique. Bon, cette dépolarisation est appelée potentiel récepteur. Le potentiel récepteur, donc, c'est la dépolarisation au niveau de la membrane des récepteurs. D'accord? Cette dépolarisation au niveau de la membrane des récepteurs, c'est ce qu'on appelle le potentiel récepteur. Donc, elle est due à l'ouverture des canaux ioniques de la membrane des récepteurs. Le plus souvent, c'est des cations. Donc, l'effet du stimulus sur l'ouverture du canal ionique se fait de façon graduelle. On va voir par la suite les caractéristiques des potentiels récepteurs. Donc, le potentiel récepteur qui se produit dans les branches terminales se propage de façon électrotonique dans les directions proximales vers le système nerveux central, vers le site où un potentiel d'action se produit en ouvrant les canaux sodiques voltage dépendants à condition que l'amplitude du potentiel récepteur atteigne le seuil. Donc, si vous voyez ici, c'est le potentiel récepteur. On a dit que le potentiel récepteur représente la dépolarisation de la membrane des récepteurs. Comme vous voyez ici, donc, comme vous voyez ici, si 1, 2, 3 et 4, ce sont des potentiels récepteurs. Donc, lors des stimulations, on a dit également qu'il est graduel, c'est-à-dire avec l'augmentation de l'intensité de stimulation, on trouve une augmentation de la dépolarisation. Et lorsque cette dépolarisation atteint certains seuils, comme vous voyez ici au niveau du quatrième, ça déclenche un potentiel d'action au niveau du segment initial de l'axone qui sera transmis vers le système nerveux central. Donc, si le potentiel récepteur est le caractère graduel de la dépolarisation ou bien la stimulation. Donc, le potentiel récepteur est une réponse locale, localisée au niveau de la structure réceptrice. Son amplitude décroît d'une façon exponentielle au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la zone réceptrice. Donc, c'est-à-dire, je prends un schéma ici. Donc, c'est-à-dire, quand on stimule le récepteur, on aura par exemple cette dépolarisation. On l'enregistre au niveau du point. Cette dépolarisation est enregistrée au niveau du point de stimulation. Donc, si on enregistre loin de
de la zone de stimulation, on trouve une amplitude très petite. Donc, c'est ce caractère qui, on dit, une réponse locale. Donc, c'est au niveau des sites de stimulation. Si à distance, on ne trouvera rien du tout. C'est un potentiel également qui est graduable. C'est un potentiel qui est graduable. Son amplitude est fonction de l'intensité de stimulation, comme on a vu ici. Comme on a vu ici. Donc, si en augmentant l'intensité de stimulation, l'amplitude augmente jusqu'à certains seuils où on trouve un déclenchement de potentiel d'action au niveau des segments initiaux de l'action. Une réponse également, la réponse est également sommable, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire sommable? Deux stimuli faiblement espacés dans le temps, le potentiel récepteur s'additionne. Donc, c'est une stimulation, on fait deux stimulations espacées dans le temps, donc le potentiel récepteur s'additionne de la première stimulation et la deuxième stimulation. Bon, on passe aux caractéristiques d'adaptation des récepteurs. Donc, certains récepteurs répondent par une stimulation rapide de leur... Certains récepteurs répondent par une augmentation rapide de leur activité, c'est-à-dire une augmentation rapide de la fréquence d'émission des potentiels d'action, uniquement au début de l'application de la stimulation, parfois même à l'arrêt. Si le stimulus est maintenu, le récepteur diminue nettement, voire cesse son activité. Il fournit ainsi uniquement des informations sur le changement de la stimulation. Ce type de récepteur est appelé ici récepteur à adaptation rapide ou bien phasique. Donc, exemple, c'est comme le corpuscule de Pacini. D'autres continuent de répondre en imitant ainsi des potentiels d'action tant que le stimulus est maintenu si des récepteurs à adaptation lente ou bien toniques comme le faisceau neuromusculaire. Ces différences fonctionnelles permettent aux mécanorécepteurs de fournir des informations sur les deux qualités d'un stimulus, statique via les récepteurs adaptation rapide et dynamique via les récepteurs adaptation rapide. Donc, si vous voyez ici les deux types, vous voyez ici si rapidly adaptating, c'est-à-dire si les récepteurs adaptation rapide, et vous voyez ici les récepteurs à adaptation lente. Donc, lors d'un stimulus, pour les récepteurs rapides en bas, on trouve des décharges de potentiel d'action uniquement au début, puis cesse d'activité et, et parfois, on trouve même à la fin de la stimulation, on ne trouvera rien du tout. Par contre, les récepteurs à adaptation lente, on trouve une décharge au début et décharge maintenue. C'est la différence entre les deux adaptations, rapide ici et lente ici. La notion également du champ récepteur, c'est quoi le champ récepteur d'un neurone sensoriel somatique? C'est la région de la peau dans laquelle un stimulus tactile évoque une réponse sensorielle dans la cellule ou son absence. Donc, c'est la région qui appartient au récepteur, qui est là où le stimulus entraîne une réponse sensorielle au niveau de la cellule ou son axon. On passe au codage de l'information sensorielle.
on trouve un codage de l'intensité et codage de la durée. Lorsque l'intensité du stimulus augmente, comme on a vu tout à l'heure, l'amplitude des potentiels récepteurs augmente. Lorsque l'amplitude des récepteurs, des potentiels récepteurs augmente, le nombre de la fréquence, le nombre et la fréquence de décharge des potentiels d'action augmentent. Donc, un récepteur sensoriel code les changements d'intensité du stimulus par un changement du nombre de fréquences. Donc, c'est ça le codage. Donc, quand on aura un changement de l'intensité du stimulus, on aura également un changement du nombre et de la fréquence du potentiel d'action généré. C'est ça, l'intensité augmente, le nombre de potentiels d'action augmente et le nombre également augmente de potentiel d'action. Le codage de fréquence est une caractéristique fonctionnelle courante du système nerveux central et peut être trouvé dans tous les systèmes sensoriels. C'est le codage temporel. Il y a également ce qu'on appelle le codage spatial. Pour des intensités de stimulation croissantes, un recrutement croissant d'un plus grand nombre de récepteurs et de neurones. Donc, si on augmente plus la stimulation, la stimulation, on aura stimulation des autres récepteurs proches de ce récepteur. Et donc, on aura un grand nombre de récepteurs qui sont activés, ce qu'on appelle le codage spatial. Comme vous voyez ici, si on augmente l'intensité, ici, le potentiel récepteur n'atteint pas le seuil. Par contre, ici, c'est une stimulation de faible intensité. Vous voyez, le nombre de potentiels d'action et la fréquence n'est pas beaucoup. Par contre, ici, quand on a l'intensité de stimulation est importante, le potentiel récepteur, vous voyez, l'amplitude, elle est importante, elle dépasse le seuil. Et vous voyez la fréquence et le nombre de potentiels d'action qui est important. D'accord? Il y a également le codage de la durée. Donc, de nombreux récepteurs signalent la vitesse à laquelle le stimulus augmente ou diminue d'intensité en modifiant rapidement leur fréquence de décharge. Donc, le codage de la durée, c'est quoi? Si certains ou bien nombreux récepteurs signalent la vitesse à laquelle le stimulus augmente ou diminue d'intensité. Donc, ce n'est pas l'intensité, mais c'est la vitesse de changement de l'intensité. C'est ça le codage de la durée. Donc, si vous voyez ici, un schéma qui est simplifié. Ici, c'est la fréquence de potentiel d'action. Ici, c'est la pression exercée sur la peau et donc l'intensité des stimulus. Si vous voyez ici, avec une pression faible, vous voyez ici, s'il y a peu de potentiel d'action. Si vous voyez quand la pression exercée augmente avec une vitesse qui est rapide, vous voyez, au début, si toujours, on trouve toujours, vous voyez ici, un nombre important de potentiels d'action. Si vous voyez ici, si les potentiels qui sont rapprochés qui deviennent noirs. Ici, vous voyez, donc, si donne une information sur la durée, la vitesse d'activation des récepteurs. Donc, également, ce cas, c'est pour les récepteurs adaptation longue. Également pour les récepteurs à adaptation rapide, si vous voyez ici, on a la fréquence des potentiels d'action, la vitesse d'inondation de la peau, ici, et l'intensité de stimulus, ici. Donc, si, c'est-à-dire la vitesse est augmentée, ou bien plutôt la vitesse, quand la vitesse elle est rapide, la vitesse de stimulation, vous voyez que les récepteurs se déchargent rapidement, c'est-à-dire par un nombre important et une fréquence également importante des potentiels d'action. Et on parle également de réponse on-off. Donc, vous voyez ici donc, quand
la vitesse augmente, on trouve beaucoup de potentiel d'action. Par contre, quand la vitesse elle est pas importante, on trouve des potentiels d'action qui sont espacés, et c'est-à-dire en une fréquence basse. Donc, je pense qu'on va arrêter parce que ça reste une minute, et on ouvre une autre session continuer parce que ça reste une minute. D'accord?